existe des marques qui suscitent l'admiration par le fracas de leurs exploits. Et puis, il y a celles qui s'imposent dans le silence, par la seule évidence de leur travail accompli. Hotchkiss appartient à cette seconde catégorie. Moins spectaculaire que Berlier, moins imposante que Willem, Hotchkiss n'a jamais recherché l'éclat ni la reconnaissance immédiate. Pourtant, sur les pistes défoncées, dans la fange des chantiers, au cœur des forêts impénétrables, dans les zones militaires reculées et sur les terrains les plus hostiles, ces véhicules se sont forgés une réputation que seule la mécanique honnête peut revendiquer. Ça démarre, ça avance et ça ne rompt point. Durant des décennies, les camions et véhicules Hotchkiss ont été présents là où les autres renonçaient. Non pour la gloire, mais pour l'accomplissement de la tâche. Aujourd'hui encore, des M201 circulent, des PL tractent leur chargement et des moteurs Hotchkiss tournent comme s'ils refusaient d'admettre que le temps a passé. Alors, qui était véritablement Hotchkiss? D'où procède cette obsession de la fiabilité? Et pourquoi la marque a-t-elle disparu alors que ces machines, elles, perdurent? Installez-vous confortablement, nous ouvrons les archives de l'une des marques les plus robustes que la France ait jamais produites. Qui a déjà roulé en Hotchkiss ici? Je suis curieux de savoir. De l'armement à l'automobile. Les fondations d'une légende industrielle. 1867-1945. Pour comprendre Hotchkiss, il convient de remonter à son fondateur, Benjamin Berkeley Hotchkiss. Né aux États-Unis en 1826 à Watertown, dans le Connecticut, Hotchkiss est avant tout un ingénieur de l'armement. Il ne provient pas de l'univers automobile, mais de celui de la précision mécanique, des tolérances rigoureuses et de la fiabilité militaire. Dès son adolescence, il s'engage comme mécanicien dans une manufacture d'armes à feu où son esprit analytique lui permet d'acquérir une expérience précieuse. Il participe notamment à l'invention du revolver Colt et fonde en 1855 sa propre entreprise de fabrication de canons, de fusils et de munitions qui connaîtra un succès retentissant lors de la guerre de Sécession. Ne parvenant pas à s'imposer auprès des militaires américains, il s'établit en France en 1867 et fonde une société qui portera son nom, implantée sur la route de Gonesse à Saint-Denis. Il s'installe ensuite à Viviers, près de Rodez, pour fabriquer des étuis métalliques juste avant l'éclatement de la guerre franco-prussienne 1870. Durant ce conflit, à la demande du gouvernement de la Défense nationale, il organise une fabrique de cartouches destinée aux armes portatives. En 1875, une nouvelle usine à Saint-Denis est inaugurée. L'emblème de la société, 2 canons croisés surmontés d'une grenade enflammée, le tout ceint d'un ceinturon fermé par une boucle, constitue une réplique quasi conforme de l'insigne militaire du corps du matériel de l'armée de terre des États-Unis. Le nom Hotchkiss devient rapidement synonyme de qualité industrielle. L'armée française lui accorde sa confiance dès la guerre de 1870. Il dépose de nombreux brevets, notamment sur le canon revolver, les fusils à répétition et le canon à tir rapide qui équipera les navires de guerre durant plus d'un demi-siècle. Hotchkiss s'éteint à Paris en 1885, mais la société poursuit le développement d'une mitrailleuse automatique. Le premier modèle, produit en 1892, est adopté par l'armée française en 1897. Après quelques modifications et améliorations, le modèle devient en 1914 le pistolet Hotchkiss, l'une des mitrailleuses lourdes à gaz standard utilisées par la Grande-Bretagne, la France et le Japon. Au début du siècle, la société, toujours prospère, se diversifie et commence à fabriquer des composants pour l'automobile. En 1902, tout en poursuivant ses fabrications militaires, Hotchkiss se lance dans la sous-traitance de pièces détachées pour l'automobile, notamment pour Panhard et De Dion-Bouton. Puis, en 1904, construit ses premiers châssis moteurs de 20 CV. L'entreprise applique exactement les mêmes principes que pour l'armement. Pièces robustes et surdimensionnées, conception conservatrice et éprouvée, priorité absolue accordée à la fiabilité et reparabilité sur le terrain. Le type E de presque 18 litres de cylindrée est préparé pour la compétition. Au Salon de Paris 1922, Hotchkiss lance l'AM12HP et adopte le slogan « La voiture du juste milieu » au milieu des années 1920. En réalité,
la marque vise les suffrages d'une clientèle bourgeoise aisée qui recherche le confort et la discrétion. À partir de l'automne 1925, apparaît une nouvelle lignée de moteurs à soupape en tête. Ces moteurs de 4 ou de 6 cylindres sont produits avec quelques évolutions techniques jusqu'en 1954. Le 4 cylindres, 2,3 litres 13 chevaux, implanté dans la série des AM2, puis les 6 cylindres de 3 litres 17 chevaux à 3,5 litres 20 chevaux, implantés dans les AM80. Vint ensuite l'épopée sportive des années 30. En effet, Hotchkiss s'illustre brillamment dans les compétitions automobiles. La marque remporte le prestigieux rallye Monte-Carlo 3 années consécutives, de 1932 à 1934. Maurice Vassel en 1932 et 1933, Louis Gasse et Jean Trévoux en 1934, puis à nouveau en 1939, ex-aequo avec Delahaye, 1949 et 1950. Hotchkiss reste à ce jour la seule marque française à avoir inscrit son nom 6 fois au palmarès de cette épreuve légendaire, un exploit demeuré inégalé jusqu'en 1979 lorsque Bernard Darniche sur Lancia Stratos égala ce record. Dans les années 1920-1930, la marque produit des voitures de tourisme, des utilitaires et des camions légers. Mais son ADN est déjà limpide, servir ceux qui œuvrent loin de tout. Administration, armée, colonies, forêts, mines, grands chantiers. Durant la Seconde Guerre mondiale, la production civile est interrompue. Sous l'égide du COA, Comité d'organisation de l'automobile, Peugeot prend une participation importante dans le capital d'Hotchkiss, fin juillet 1942. La société, contrainte de poursuivre la production d'équipements militaires pour l'occupant, parvient néanmoins à dissimuler plusieurs véhicules inachevés dans des entrepôts provinciaux affiliés, notamment près d'Auxerre, pour les soustraire à la réquisition allemande. À la Libération, le plan Ponce oriente Hotchkiss vers les utilitaires. La renaissance utilitaire, quand la robustesse devient doctrine. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Hotchkiss se retrouve à un carrefour décisif. L'industrie automobile française est exsangue, les priorités ont changé, et la reconstruction du pays impose une nouvelle hiérarchie des besoins. Face à cette réalité, la marque opère un choix radical, abandonner progressivement les voitures de tourisme pour se recentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux depuis toujours, des véhicules solides, endurants, conçus pour le travail et les missions difficiles. Certes, Hotchkiss tente encore de croire à l'automobile de prestige. En 1948, l'Anjou est lancée, élégante et sérieuse, mais elle peine à trouver son public. En 1951, la marque frappe plus fort encore avec la Hotchkiss Grégoire, véritable concentré d'audace technique. Moteur 4 cylindres à plat, 4 roues indépendantes, suspension à flexibilité variable, châssis en alliage léger. Une automobile en avance sur son temps. Pourtant, malgré des qualités techniques indéniables, le succès commercial n'est pas au rendez-vous. Le marché n'est pas prêt, et Hotchkiss ne peut plus se permettre de perdre du temps ni de l'argent. Le virage devient alors inévitable. Pensé comme un successeur moderne de la Jeep, le VLR se révèle être un échec. Trop complexe, trop coûteux, difficile à entretenir. Un fiasco technologique doublé d'un gouffre financier. Un avertissement brutal. Dans la foulée, en 1955-1956, la fusion avec Brandt scelle définitivement l'avenir de la marque. Désormais, il n'est plus question de luxe ni de mondanité. L'horizon d'Hotchkiss est clair, l'utilitaire, le militaire, la mission. Des véhicules conçus pour servir, durer et survivre aux pires conditions. C'est dans ce contexte que naissent les véritables piliers de la renaissance Hotchkiss, les camions de travail. Dès 1946, les PL20 et PL25 s'imposent comme des camions légers de 2 à 2,5 tonnes. On les retrouve partout, services publics, exploitation forestière, mines, barrages, territoires coloniaux. Leur recette est simple et assumée. Aucune sophistication inutile, une mécanique accessible, une robustesse à toute épreuve. Des camions faits pour être malmenés, réparés sur le terrain et remis au travail dès le lendemain. Pour les tâches encore plus lourdes, les PL50 et DH50 prennent le relais. Capables d'emporter jusqu'à 5 tonnes, parfois équipés de moteurs diesel Perkins, ils sont destinés aux chantiers les plus exigeants, là où la fiabilité compte davantage que la vitesse, là où la panne n'est pas une option. Enfin, pour affronter les terrains les plus hostiles, Hotchkiss développe des versions spéciales tout-terrain, souvent en collaboration avec la FLI. Sable, boue, montagne, pistes défoncées, ces camions ne reculent devant rien.
Ils avancent lentement, méthodiquement, mais ils avancent toujours. La M201, chronique d'une immortalité mécanique. S'il existe un véhicule qui résume l'intégralité de la philosophie Hotchkiss, c'est assurément la M201. En 1946, Hotchkiss s'associe avec Willys Overland Export Corporation pour la vente et la diffusion en France de la Jeep CJ2A. Le 16 juin 1952, Hotchkiss signe un accord avec Willys Overland pour produire sous licence les pièces de rechange destinées aux Jeeps de l'armée française. Cet accord est rapidement étendu à la production complète de véhicules. Cette collaboration n'est pas fortuite. Henry J. Ainsworth, directeur du département automobile d'Hotchkiss depuis 1923, avait noué durant la Seconde Guerre mondiale des liens étroits avec Marcel Muller, qui deviendra par la suite le patron de Willys Overland. Cette relation privilégiée facilitera grandement l'obtention de la licence de production. En 1955, la première M201 sort de l'usine du boulevard Ornano à Saint-Denis avant que la majorité de la production ne soit transférée à l'usine de Stans en 1957. Elle ressemble à une Willys MB, mais elle est renforcée, simplifiée et adaptée aux exigences françaises. La première commande porte sur 465 véhicules dénommés Jeep Hotchkiss Licence MB, pratiquement identiques aux modèles américains. Produite juste en 1966-1967 à 27 000 exemplaires, elle devient le véhicule léger tout-terrain standard de l'armée française en Algérie, en Afrique subsaharienne et pour certaines missions intérieures. Certaines unités l'utilisent encore jusqu'en 2000. Le 20 février 1981, l'armée française annonce officiellement le remplacement de ces modèles Jeep par le Peugeot P4. À cette époque, plus de 8000 Jeep Hotchkiss M201 sont encore en service, dont le remplacement n'est pas programmé avant la fin de l'an 2000, ce qui sera effectivement le cas, puisque la vente des dernières Jeep par les domaines est annoncée en 2002, avec des ventes se poursuivant jusqu'en 2011. Parallèlement à la production militaire, Hotchkiss développe des versions civiles. JH101, JH102, légèrement différente de la Jeep américaine avec son capot plus haut, et HWL, Hotchkiss Willys Long, comparable à la Jeep CJ6 américaine avec un empattement rallongé et une charge utile de 750 kg, ainsi que la HWLD, version diesel équipée d'un moteur CLM Peugeot 1,8 litres de 50 chevaux, produite à moins de 100 exemplaires. Au total, 5 554 à 6 081 véhicules civils furent produits jusqu'en 1969. Des milliers de M201 sont revendus aux civils, agriculteurs, forestiers, pays africains, administrations. Aujourd'hui encore, elles roulent, elles travaillent, elles traversent. Il n'est pas un véhicule ancien, c'est un véhicule qui refuse de s'arrêter. Alors, quelle est la philosophie de la marque? Hotchkiss a conçu des véhicules sur la base d'une philosophie simple mais radicale. Plutôt que de chercher la performance maximale, la marque privilégie la solidité et la durabilité. Les moteurs sont utilisés bien en deçà de leur capacité limite, permettant de garantir une longévité exceptionnelle. Les boîtes de vitesse, lentes mais robustes, et les châssis surdimensionnés assurent une résistance à toute épreuve. Le refroidissement est généreux et l'accessibilité mécanique totale, facilitant les réparations et l'entretien. En sacrifiant la vitesse et la recherche de la performance à court terme, Hotchkiss a permis à ces véhicules de survivre pendant des décennies. C'est ainsi que des véhicules datant des années 1950 circulent encore en 2025, preuve de la pérennité de leur conception. Le crépuscule d'un géant, quand l'excellence condamne à disparaître. Dans les années 1960, l'industrie automobile subit une profonde transformation. La concentration des acteurs, la standardisation des processus et la réduction des coûts marquent un tournant. Hotchkiss, fidèle à sa philosophie, devient Hotchkiss Brandt, puis fusionne avec Thomson Houston. Au fil des années, la production de véhicules se réduit progressivement. La Jeep M201 cesse d'être produite entre 1966 et 1967, suivie par les utilitaires en 1969-1970, et enfin les camions à la fin des années 1960. La marque, loin de disparaître brusquement, s'éteint sereinement.
En 1971, elle est absorbée par Thomson CSF, mettant définitivement un terme à la production sous le nom Hotchkiss. Malgré la fin de sa production, Hotchkiss perdure grâce aux passionnés qui préservent son héritage. Les collectionneurs, les restaurateurs minutieux et les clubs comme l'AFCVM ou le club Hotchkiss continuent de maintenir vivante la flamme de la marque. Les véhicules, comme la célèbre M201, roulent encore sur les routes, témoignant de la solidité de leur conception. Hotchkiss n'est pas morte, elle vit à travers ces véhicules, qui continuent de faire tourner leur moteur, fiers de leur simplicité et de leur efficacité. Tant qu'un moteur de M201 démarrera sans faille dans un champ, une forêt ou un désert, le nom de Hotchkiss continuera de résonner, éternellement ancré dans la mémoire des passionnés de mécanique. Si vous avez travaillé avec un Hotchkiss, restauré une M201, conduit un PL ou connu un ancien mécanicien militaire, partagez vos souvenirs. Ce sont eux qui perpétuent la mémoire des machines honnêtes. Abonnez-vous à BTP Power pour continuer à explorer l'histoire des géants français oubliés. À bientôt!